Salut tout le monde, ici le Dropper pour un nouvel épisode de Licence Artistique qui va s'intéresser à la magie. Merci pour vos suggestions. Ah bah ça tombe bien, tu vas peut-être trouver un sort qui fait repousser les cheveux. Toi tu vas avoir besoin d'un sort qui fait repousser les dents. Alors si vous commencez à connaître un peu le principe de l'émission, vous savez que je fais une comparaison sur un sujet entre réalité et fiction. J'essaye de consacrer la première partie à des faits avérés pour éduquer et enrichir votre culture. Sauf que là, comme on parle de magie et que... Comment dire ça sans briser des millions de petits cœurs innocents? Ça existe pas. Oui, mais non. Et il est reparti pour jouer sur le sens des mots. La magie existe dans la réalité, et pour bien s'en rendre compte, on va regarder la définition du terme. Mais avant ça, votre partie préférée dans toute vidéo YouTube, un message de notre sponsor. Non mais c'est la partie préférée de personne. Cette vidéo vous est présentée par Filmora 9, le seul logiciel de montage dont le nom commence par Filmora et se termine par 9. Si vous êtes débutant et que vous souhaitez vous lancer sur YouTube, Filmora 9 est une solution économique et facile à utiliser pour faire des montages presque aussi beaux que feu ma barbe. Le logiciel est vraiment accessible, vous n'avez qu'à faire glisser vos pistes vidéo et audio sur la timeline et à trancher dans l'art comme un boucher québécois. Profitez de plein d'effets faciles à utiliser comme l'incrustation sur fond vert, la colorimétrie ou encore de superbes animations de texte, le tout en quelques clics. Et si tout ça ne vous suffit pas, bande de petits gourmands, vous trouverez encore plus d'effets et votre bonheur sur Filmstock. À seulement 39,99€ pour un an ou 59,99€ pour la vie, enfin un logiciel de montage qui ne vous demandera pas de claquer votre PEL ou celui de vos parents pour exhiber vos meilleures parties de Battle Royale à tous vos abonnés. Et si vous ne me croyez pas sur parole, ne croyez jamais personne sur parole, la vérité est une illusion, nous vivons tous dans la matrice. Alors vous pouvez simplement tenter l'essai gratuit et vous faire un avis vous-même. Filmora 9, enfin un logiciel de montage dont le nom se commence par Filmora et se termine par 9. Vous trouverez un lien dans la description et dans les commentaires, alors n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et maintenant, retour à la vidéo. La magie est définie par le dictionnaire de l'Académie française comme un art qui est censé donner le pouvoir de faire intervenir des puissances occultes afin de modifier le cours de la nature ou d'agir sur la destinée des hommes. Selon cette définition, croire en la magie nécessite donc de croire en des puissances occultes, en leur capacité à influer sur notre réalité et en notre capacité à les invoquer. Au sens figuré, cette même Académie la définit comme une puissance de séduction qui s'exerce sur les sens et l'âme. Dans ce sens, on entend plutôt l'effet que les arts peuvent avoir sur nous. Mais je vais me permettre de compléter ces définitions parce qu'après tout, c'est pas l'institution qui a inventé le mot dièse qui va me dicter mon vocabulaire. La magie, donc, c'est un art qui permet de réaliser des choses que l'on considérerait comme impossibles selon les règles admises de notre réalité. C'est pour ça qu'on qualifie de magie l'art de la prestidigitation. T'as fallu combien de prises pour la réussir celle-là? Ouais, tu vas pas me chauffer, sinon je te prestidigise... Je te défonce la gueule. Je sais parler. Car oui, en effet, la prestidigitation ou illusionnisme est un art qui consiste à donner l'impression que l'on brise les règles de la réalité. C'est intéressant à regarder d'abord parce qu'on sait que ce qu'on voit est impossible. On ne peut pas couper quelqu'un en deux sans foutre des tripes partout, ni l'éviter ou disparaître. Mais l'intérêt de la chose qui est au cœur de la discipline, c'est qu'on n'est pas censé savoir comment le magicien s'y prend. Un bon magicien ne révèle jamais ses secrets. Et c'est là qu'on rejoint la définition de la magie. Vu que l'on n'a pas les explications raisonnées, on peut se laisser convaincre que les tours incroyables que l'on voit sont rendus possibles par des forces au-delà de notre compréhension. Dans ce cas-là, ces forces sont des miroirs, des techniques pour guider le regard ou des accessoires truqués, mais c'est le même principe. Si on ne sait pas comment le tour est exécuté, on ne peut se contenter que d'une explication, c'est de la magie. La magie serait donc l'art de réaliser des exploits qu'un observateur ne peut expliquer. Ce qui nous ramène à la troisième loi de Clarke. Porter des lunettes permet de cacher son identité? Non, un autre Clarke. Arthur C. Clarke était un auteur de science-fiction britannique, membre du Big Three avec Isaac Asimov et Robert Heinlein, un groupe de 3 auteurs prolifiques considérés comme les influences majeures de la science-fiction dans la deuxième moitié du XXe siècle. Il est notamment connu pour avoir coécrit 2001 l'Odyssée de l'espace, ce qui a tendance à éclipser le reste de sa bibliographie. Clarke a popularisé le concept de voyage intersidéral, avait anticipé Internet et les ordinateurs personnels en 1974, et il a également participé à rendre populaire l'idée des satellites en orbite géostationnaire. On parle d'ailleurs parfois de ceinture de Clarke pour désigner la zone d'orbite géostationnaire. Mais Clarke est également connu pour ses 3 lois de la science-fiction publiées en 1962 dans l'essai Hazards of Prophecy, The Failure of Imagination. Loi 1, quand un savant reconnu mais vieillissant estime que quelque chose est possible, il a presque certainement raison. Mais lorsqu'il déclare que quelque chose est impossible, il a très probablement tort. Loi 2, la seule façon de découvrir les limites du possible, c'est de s'aventurer un peu au-delà, dans l'impossible. Et finalement, loi 3, celle qui nous intéresse aujourd'hui, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. En effet, si la magie c'est un art qui dépasse la compréhension de l'observateur, si l'observateur ne comprend pas la technologie, il peut la confondre avec de la magie. Non mais c'est n'importe quoi, la technologie c'est scientifique. Comment il fonctionne ton smartphone? Genre en détail, qu'est-ce qui se passe dedans pour que ça marche? Non mais c'est tout con. Dedans il y a un petit lutin qui s'appelle Cacao le Fifou et qui fait tout fonctionner avec ses petites mains de petit lutin. Donc magie et technologie peuvent être assimilées à partir du moment où il existe une certaine forme d'incompréhension par rapport à l'événement auquel on assiste. L'écoute pas Cacao, c'est un vilain monsieur.
Pour un homme des cavernes, un feu d'artifice, ça ressemblerait à de la magie. Mais si la technologie permet de réaliser des exploits rivalisant avec de la magie, elle n'est pas la seule à pouvoir le faire. Avant qu'on ait des machines incroyables, il y avait déjà des illusionnistes. Au lieu d'user de technologie, ils travaillaient leur art pour impressionner les foules. Et c'est pas pour rien que l'art se retrouve dans les deux définitions de l'académie. La magie, c'est quelque chose qui émerveille ou qui impressionne, comme l'art peut le faire. On peut considérer qu'un violoniste virtuose fait de la magie, tant il est inconcevable pour le commun des mortels de produire des sons aussi beaux en frottant du crâne cheval contre des boyaux. Et si on peut fabriquer une machine qui joue parfaitement du violon, ça reste bien plus impressionnant quand c'est un humain qui le fait. Ce qui rend le magicien fascinant, c'est que c'est un humain comme nous qui est capable d'invoquer les pouvoirs surnaturels de la magie. Il a un rôle de pont entre le tangible et l'incroyable. Quelque chose que l'on peut aussi attribuer aux artistes. Si jamais vous avez déjà été ému par un morceau de musique ou par une peinture sans pouvoir expliquer pourquoi, vous avez été victime de la magie de l'artiste. Le musée au bûcher! Dans le sens figuré. Mais si les beaux-arts sont souvent encensés, on a tendance à oublier un autre type d'artistes qui sont parfois qualifiés de magiciens, les personnes qui travaillent sur les effets spéciaux. Ils sont les dignes héritiers des illusionnistes, notamment via Georges Méliès qui a fait les premiers effets spéciaux au cinéma et qui était un prestidigitateur. La magie du cinéma est souvent considérée comme la capacité d'un film à nous faire croire à ce qu'il nous montre. Et le rôle des effets spéciaux, c'est de nous convaincre que ce qui est faux est vrai. D'ailleurs, on considère que les effets spéciaux sont ratés quand on remarque qu'ils sont faux. C'est-à-dire qu'ils ne réussissent pas à nous convaincre qu'ils sont plus que des effets spéciaux. Qu'ils soient pratiques ou numériques, les effets spéciaux rendent possible l'impossible. Ils nous font croire que Superman peut voler ou qu'on est sur une planète alien et pas dans un hangar couvert de fond vert. Et c'est sans doute ça l'important avec la magie, en réalité ou en fiction, on doit pouvoir y croire. Même si on sait au fond de nous qu'elle n'existe pas, elle doit être capable de nous convaincre de suspendre notre incrédulité. C'est pourquoi quand vous voulez inclure de la magie dans vos fictions, il faut bien vous y prendre. On va donc voir quelques tropes bons à connaître sur le sujet. Tout d'abord, on distingue deux grandes catégories de systèmes de magie en fiction. La magie douce et la magie dure, définie par l'auteur de fantasy Brandon Sanderson, réputé pour ses systèmes de magie dure. Un système de magie douce, c'est un système dans lequel les règles de la magie sont volontairement floues. On conserve ainsi un élément de mystère et de fantastique, et une certaine liberté dans la façon dont on utilise la magie dans le récit. C'est ce qu'on retrouve dans Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter. Les règles et les limites de la magie y sont vagues et ne cherchent pas à être expliquées. L'avantage de ce genre de système, c'est de permettre d'en faire ce qu'on veut, mais en échange, le public n'a pas de concept de ce qu'il est possible de faire ou non avec la magie. Dans un système de magie dure, on sacrifie ce mystère et cette liberté au profit de règles établies qui rendent les enjeux plus clairs. On sait clairement comment la magie fonctionne, comment elle ne peut pas fonctionner, et on a une compréhension de ses limites et de ses capacités. Ça permet de créer des problèmes et des solutions qui seront claires pour le public. Avatar, le dernier maître de l'air ou Death Note ont des systèmes de magie dure. Les règles sont clairement établies et on a une compréhension des capacités des protagonistes. Et comme apparemment les auteurs aiment créer des lois, Sanderson en a également inventé 3 qui servent autant à écrire un système de magie douce que de magie dure. À vrai dire, dans les faits, ces systèmes ne sont pas mutuellement exclusifs, mais seraient plutôt les deux extrémités d'un spectre de dureté de la magie. La première loi de Sanderson, c'est que mieux le lecteur comprend un système de magie, plus il peut être utilisé pour résoudre les problèmes. C'est-à-dire que plus le système de magie est dur, plus elle pourra être utilisée pour surmonter des obstacles puisqu'elle est soumise à des limites et des conditions. Alors qu'avec de la magie douce, l'utiliser pour résoudre les problèmes peut être perçu comme de la triche. D'après Sanderson, les meilleurs auteurs de systèmes doux n'utilisent jamais la magie pour résoudre les problèmes, mais pour les créer. Ils préfèrent ainsi laisser les actions et les choix des personnages les mener à la victoire. C'est pour ça que les aigles n'emmènent pas Frodon au monde du destin, ce qui serait une solution magique facile et décevante, mais qu'il choisit de marcher jusqu'au Mordor. La deuxième loi de Sanderson, c'est que les limites sont plus importantes que les pouvoirs. Elles permettent d'ajouter un niveau de tension et de profondeur au récit. Ce qui est intéressant avec l'anneau unique, ce n'est pas la puissance qu'il offre, mais la corruption qu'il cause. Un pouvoir illimité n'est pas très intéressant puisqu'il annule toute possibilité de conflit ou d'obstacle. Sanderson l'explique en disant que regarder Superman combattre un ennemi n'a aucun intérêt, sauf si cet ennemi a de la kryptonite. Les limites créent de l'incertitude et poussent les personnages à trouver des solutions ingénieuses pour surmonter les obstacles qu'ils rencontrent. Il y a 3 types de limites très répandues. Tout d'abord, les limitations inhérentes au pouvoir. Dans Avatar, Katara peut manipuler l'eau, mais elle ne pourra jamais manipuler le feu. C'est simplement une chose que sa magie ne peut pas faire. Ensuite, il y a les faiblesses, les points faibles d'une magie. Sanderson fait la différence entre limitation et faiblesse ainsi. Si un personnage a la capacité de sauter très haut mais pas à plus de 200 mètres, ce n'est pas une faiblesse, c'est les limitations de son pouvoir. Par contre, si le fait de sauter le rend vulnérable à une attaque une fois en l'air, c'est une faiblesse. Les jeux vidéo de combat utilisent beaucoup ça pour être plus équilibrés, avec des personnages qui ont des attaques très puissantes mais qui les laissent vulnérables face à une contre-attaque. Finalement, il y a les coups liés à la magie. L'utiliser n'est pas sans conséquence. Le plus basique, c'est l'idée que la magie draine l'endurance de l'utilisateur, mais il y a plein de types de coups que vous pouvez utiliser. Par exemple, la magie peut réduire l'espérance de vie ou bien faire perdre petit à petit la notion de réalité. En donnant un coup à la magie, on peut rendre son utilisation plus importante. On peut même justifier les cas où les personnages décident de ne pas l'utiliser. Les limites de la magie permettent non seulement de mieux l'ancrer dans un récit, mais également de créer des pouvoirs plus originaux. On ne peut pas réinventer le pouvoir de voler, mais on peut créer une infinité de limites à ce pouvoir. Finalement, la troisième loi de Sanderson, c'est d'explorer avant d'ajouter. C'est tentant quand on crée un système de magie de vouloir partir dans tous les sens et de créer des dizaines et des dizaines de pouvoirs.
Mais ça peut vite devenir confus et rendre le récit difficile à suivre. Au lieu d'ajouter un nouveau pouvoir, il faut se demander si les pouvoirs déjà établis ne permettent pas de remplir le même rôle si on les utilise d'une nouvelle façon. Au lieu d'avoir 10 sorts uniques et complètement indépendants, c'est mieux d'en avoir 3 qui fonctionnent ensemble de façon organique. Après avoir intégré un type de magie dans un récit, Sanderson recommande de se poser la question « qu'est-ce qui se passe quand ?» Imaginons que dans mon récit, j'intègre un sort qui permet de créer de la nourriture. Au lieu de passer au sort suivant, je peux me demander ce que ça veut dire pour mon univers. Est-ce qu'il y a encore des gens qui meurent de faim? Est-ce que des personnes refusent de manger de la nourriture créée par magie? Est-ce que la nourriture magique a un effet néfaste sur ceux qui la mangent? Encore une fois, un concept de magie original, c'est presque impossible à créer, et c'est pas en additionnant 10 concepts préexistants qu'on obtient quelque chose d'unique. Par contre, on peut explorer un concept préexistant à notre façon et se poser des questions qui n'ont jamais été explorées. Les 3 lois de Sanderson sont avant tout des conseils d'écriture, elles peuvent être brisées. Mais c'est bien de les avoir en tête pour créer un système de magie cohérent ou tout du moins qui sera au service du récit. Il existe plein d'autres questions que vous pouvez vous poser quand vous créez un système de magie. Par exemple, qui y a accès? Est-ce que tout le monde peut faire de la magie ou est-ce qu'elle est réservée à une élite? Mieux, est-ce que tout le monde peut en faire mais qu'une élite l'interdit à la majorité? L'accès à la magie est une bonne limitation à un système. En effet, si un seul personnage dans votre histoire peut en faire, ça lui donne un rôle unique à jouer. Au contraire, si elle est omniprésente, vous pouvez avoir un personnage qui est le seul à ne pas y avoir accès. Savoir qui peut faire de la magie et dans quelles conditions permet d'encadrer le récit et même de créer un univers. Imaginons un système où pour obtenir des pouvoirs magiques, il faut sacrifier son premier enfant. Et après c'est moi le sadique. Les enfants, c'est moins mignon que les chatons. Comment est-ce qu'un monde avec cette réalité se développe-t-il? Qu'est-ce que ça veut dire pour les relations familiales? Qu'est-ce que ça crée comme division dans la société entre ceux qui ont commis cet acte et ceux qui ont préféré leur enfant à la magie? Un autre moyen de limiter l'accès à la magie, c'est par le besoin de pratique. Comme un art ou un sport, la magie n'est plus un don inné, mais une capacité qui s'apprend et qui nécessite de l'entraînement. Ainsi, on peut non seulement en limiter l'accès avec le besoin d'avoir un maître ou des grimoires, mais aussi la puissance. Si la magie nécessite de l'entraînement, on peut avoir des mages de différents niveaux, capables de prouesses différentes. Des mages débutants qui peuvent soulever un caillou et des mages experts qui peuvent déplacer la lune. On peut aussi justifier un autre type de limite, l'endurance. La magie devient un muscle qui a besoin d'être travaillé pour être utilisé plus longtemps. Un mage débutant peut lancer 2 sorts avant d'être à court de mana, et doit donc bien réfléchir à ce qu'il va faire. Sur TV Tropes, on trouve également d'autres lois de la magie, par exemple la loi inverse de létalité et d'utilité. Elle stipule que plus un pouvoir est létal, ou orienté vers le combat, moins il aura d'utilité dans d'autres situations. Et plus un pouvoir est utile en toute situation, moins il sera pratique en combat. Ainsi, un personnage surpuissant qui ne possède que des capacités liées à la destruction se retrouvera bien con dans une situation qui ne peut pas être réglée par la violence. Au contraire, un personnage avec la capacité très pratique de déverrouiller toutes les portes ne sera pas très utile une fois l'heure de la baston arrivée. Utiliser cette loi permet de donner un rôle à plusieurs personnages et d'éviter d'avoir un protagoniste surpuissant qui résout toutes les situations avec une équipe de figurants qui l'accompagnent. On peut également parler de la loi proportionnelle du pouvoir à l'effort. C'est celle qui régit la relation entre la puissance d'un pouvoir et les efforts nécessaires pour l'invoquer. On peut représenter ça avec 2 axes. En abscisse, la quantité d'efforts nécessaires et en ordonnée, la puissance du sort. On peut tracer une diagonale en dessous de laquelle on a les sorts qui demandent trop d'efforts pour un résultat trop faible et au-dessus les sorts qui sont trop puissants pour un effort ridicule. Par exemple, imaginons que je lève le petit doigt et que ça soulève un caillou de 2 cm de diamètre. C'est peu d'efforts pour un résultat peu puissant. Par contre, si 6 mecs font toute une chorégraphie d'invocation, ils peuvent déplacer une montagne. C'est beaucoup d'efforts, mais un résultat équivalent. Alors que si je lève le petit doigt et que je déplace une montagne, je suis complètement cheaté. Et si 6 mecs font une chorégraphie pour bouger un caillou, c'est le film Avatar. Dans l'idéal, vous voulez que la puissance de la magie soit proportionnelle à l'effort produit. Mais ça peut être intéressant d'explorer des situations déséquilibrées. Dans Dragon Ball Z, le Genki Dama nécessite un temps de chargement bien trop long pour être pratique en combat, ce qui fait qu'un combattant doit occuper l'ennemi pendant que Goku le charge. Des rapports déséquilibrés entre puissance et effort fourni sont des bons moyens de créer de la tension, ou même simplement de l'humour. Que ce soit intentionnel ou pas. Un trope très intéressant quand on cherche à explorer un type de magie, c'est celui des pouvoirs secondaires requis. En effet, certains pouvoirs nécessitent des pouvoirs secondaires implicites pour fonctionner. Par exemple, dans les 4 Fantastiques, le pouvoir de la torche c'est de s'enflammer, mais son pouvoir secondaire requis c'est de ne pas être affecté par les flammes. Sinon, il aurait eu une carrière très courte. Oh mon dieu, c'est extrêmement douloureux! Si vous donnez le pouvoir de sauter à plus de 200 mètres d'altitude à un personnage, vous avez intérêt à lui donner le pouvoir secondaire d'annuler l'inertie, parce que sinon, l'atterrissage ne sera pas joli à voir. Dans les faits, le pouvoir secondaire est rarement réfléchi en avance. C'est plutôt quelque chose qui se développe organiquement pour permettre au pouvoir de fonctionner. Mais là où ça peut être intéressant, c'est quand non seulement on reconnaît l'existence de ce pouvoir, mais qu'en plus on l'utilise dans le récit. Au lieu d'en faire une excuse, autant en faire un élément à part entière du récit que les personnages peuvent utiliser à leur avantage ou à leur désavantage. Et comme la magie est présente dans énormément d'œuvres, elle a forcément fini par mener à la création de tropes désuets qu'il vaut mieux éviter d'intégrer dans vos récits. Je lance donc une nouvelle rubrique, les bad tropes. Le premier, c'est le « un sorcier l'a fait ». C'est un trope qui consiste à utiliser la magie pour justifier ce que l'auteur n'a pas pu ou voulu expliquer. C'est dire que de toute façon, c'est pas important, c'est magique. Comment ils ont réussi à construire un temple qui vole dans les airs ?
Un sorcier l'a fait. On s'en fout, c'est pas important, c'est magique. Alors je ne dis pas qu'on doit avoir une explication à tout. Ce que je critique, c'est la mentalité de ne pas chercher à développer son univers plus que ça. Ça crée la même impression que les murs invisibles dans les jeux vidéo. Pourquoi je peux pas aller par là? On s'en fout, c'est un jeu, suis l'objectif sur la carte. Dans un récit, on ne devrait jamais dire « on s'en fout ». Il vaut mieux ne pas répondre à une question mais sous-entendre qu'il existe une réponse, plutôt que de donner une réponse dédaigneuse qui décrédibilise l'univers. Au lieu de dire « un sorcier l'a fait », on dit « il y a peut-être une réponse cachée ailleurs ». Même si l'auteur n'a pas de réponse, au moins on laisse les lecteurs utiliser leur imagination pour combler les trous comme ils le veulent. Autre trope à éviter, le « j'ai oublié mes pouvoirs ». Quand on donne des pouvoirs à un personnage, ce personnage doit les utiliser. Comme dit plus tôt, on peut établir des limites à ce pouvoir pour éviter qu'il ne rende les obstacles trop faciles à surmonter. Mais si dans une situation un personnage n'a aucune raison de ne pas utiliser ses pouvoirs, que les utiliser pourrait résoudre la situation, et qu'aucune explication n'est donnée sur pourquoi il ne les utilise pas, c'est complètement con. Le personnage a oublié qu'il avait des pouvoirs. Alors oui, c'est compliqué quand on crée des pouvoirs trop puissants qui pourraient résoudre toutes les situations. On se retrouve obligé de rendre les personnages cons pour conserver un minimum de tension. C'est pour ça que les limites c'est très important. Superman qui ne peut pas se battre à cause de la kryptonite, ça a du sens. Mais Superman qui oublie qu'il peut voler, c'est complètement con. Finalement, un trope dans lequel on peut facilement tomber, c'est le « on dirait un job pour Aquaman ». Il tire son nom du fameux super-héros qui contrôle les poissons, et vient du fait que dans la Justice League, ses pouvoirs étaient souvent bien trop spécifiques pour fonctionner en toute situation. Mais comme tous les héros devaient participer, il fallait bien trouver un truc, comme je sais pas, on a qu'à dire que la machine du super vilain fonctionne avec du plancton. Mais si Aquaman, tu sers à quelque chose, tu es important. Arrête de mentir à Aquaman, tu l'empêches de progresser. Tout le monde ment à Aquaman. En permanence. Créer des pouvoirs spécifiques c'est bien, mais il faut accepter qu'ils ne seront pas toujours utiles. Chercher à tout prix à donner une raison à un personnage d'utiliser sa magie dans un contexte où elle n'aurait vraiment aucune utilité, c'est toujours moins intéressant que de montrer ce que ce personnage peut faire quand il doit se débrouiller sans magie. Ne faites pas des obstacles qui ont la forme exacte pour que vos personnages puissent les surmonter. Opposez-les à des défis qui leur permettent de montrer l'éventail de leurs capacités. Tous ces conseils d'écriture sur la magie, ils peuvent être appliqués à tout type d'histoire. C'est pour ça que j'ai aussi cité des exemples d'œuvres qui n'utilisent pas explicitement de la magie. Mais vous pouvez appeler ça comme vous voulez et faire vos puristes, un mec qui vole et qui tire des lasers avec ses yeux, c'est de la magie. Arrêtez de vous mentir. Vous n'êtes pas Aquaman. Ce qui compte, c'est que la fiction nous permet d'aller au-delà de ce qui est possible dans notre monde, c'est ça qui la rend magique. Mais on doit toujours faire face au paradoxe de la suspension consentie de l'incrédulité. Il faut nous faire rêver, mais il faut aussi nous convaincre. Ce n'est pas parce qu'on raconte une histoire fantastique qu'elle doit être fantaisiste. Même le plus merveilleux des univers magiques a besoin de cohérence. Écrire une histoire avec de la magie, c'est pas écrire n'importe quoi et l'utiliser pour justifier les défauts du récit. C'est pas dire « on s'en fout ». Au contraire, si je dois résumer le message de cette vidéo en une phrase, ce serait celle-là. La magie en fiction, c'est pas l'absence de règles, c'est la création d'un nouveau paradigme à explorer. Tu comptes expliquer ce que ça veut dire? Un sorcier l'a fait? Et c'est la fin de cette vidéo magique qui, je le suis sûr, vous aura mis des étoiles dans les yeux. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci également à Filmora, si le logiciel vous intéresse, vous trouverez un lien dans la description et dans les commentaires. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à me suivre, n'hésitez pas à laisser des suggestions dans les commentaires pour le prochain sujet, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, Tropper, out.